Nous revenons donc avec nos invités, Adam Adjronou, Germain Pouli et puis Magloire Teko qui invite ce sujet aussi passionnant que vers la fin, on a senti nos trois invités. On va continuer un peu avec le Mali. Alors, Germain, vous avez voulu ajouter quelque chose tout à l'heure à l'intervention de Adam Adjronou. Oui, ce que je voulais dire, en fait, il ne s'agit pas, le rôle de l'armée, c'est d'assurer l'intégrité du territoire, c'est de lutter contre l'insécurité aux frontières et à l'intérieur. C'est son rôle. Il n'est pas de gérer. Quand j'écoute Magloire, c'est comme si les militaires sont plus mûrs pour gérer un État que les gens qui sont élus sur la base d'un programme. Mais le militaire n'a présenté aucun programme sur lequel on lui a dit d'aller faire un coup d'État. Il trouve qu'il y a des situations qui ne sont pas bonnes et il les règle à sa façon. Maintenant, il a déjà chassé le président. La page est tournée. On dit de permettre aux Maliens de choisir maintenant un autre. Qui va les diriger? C'est tout simple. On n'a rien contre les militaires. Non, écoute-moi. Soyons assez clairs. On n'a rien contre les militaires. Ils peuvent être capables de diriger. Je donne l'exemple de ATT, qui a été un bon dirigeant et à la fin un mauvais dirigeant. Non, même un bon démocrate, même plus les démocrates. Parce qu'il a été chassé aussi, soi-disant, qui n'était pas bon finalement. C'est pour ça que celui qui l'a chassé, il a fait la prison après. Tu connais le sort de Sanogo, qui a été libéré justement par Goïta, qui l'a réhabilité. Donc, nous ne sommes pas... Est-ce que le rôle du militaire, c'est de diriger un pays? La sécurité, c'est son problème. Que tu dises qu'ils ont les moyens de combattre le djihadisme, je te dirais, oui, je suis d'accord, mais quel est leur plan de sécuritaire? Mais dire qu'ils maîtrisent mieux la gestion du pays, il faut le laisser. Non, je n'ai pas dit. On dit, mais s'il te plaît, Magloire, dans toutes les constitutions qui se respectent, quand il y a vacance du pouvoir, vous avez 3 à 6 mois pour remplacer. Sur les tests qui le disent. Tout ce qu'on demande. Quelle réalité? Les dates, il reste les dates là. Mais c'est pour ça que je te dis que dans ce même Mali, on a organisé des élections alors qu'il y avait partition dans le pays. C'est le Sud qui a voté le non. Voilà. Donc maintenant, est-ce que... C'est ça que je dis. Est-ce que l'objectif de Goïta, c'est de pacifier entièrement le pays avant de faire une élection et que ça prenne le temps que ça prendra? Si tel est l'objectif qu'ils disent clairement aux gens, moi je prendrai 2 ans, 5 ans, 15 ans on va se déployer sur le terrain. Le pays et je laisse le pouvoir au civil après l'avoir fait. Est-ce que c'est son rôle? Mais en tant que militaire, il pourrait servir à pacifier le pays. Un président élu, lui, vient avec son plan sécuritaire, il le fait. Ce n'est pas forcément qu'il doit être au pouvoir pour assurer la sécurité du pays. Moi, c'est un faux débat quand tu le développes comme ça. Ce qu'on demande, soit on veut la démocratie, ou on fait comme à l'ancienne, pour arriver au pouvoir, on fait un coup d'État. Or, depuis quelques années, plus de 20 ans maintenant, une trentaine d'années, l'Afrique noire se dit il faut aller aux élections. Et ça, c'est Mitterrand qui l'a imposé et les gens sont rentrés dedans. Et la CEDEAO est rentrée aussi dedans. Donc quand il y a un coup d'État, on dit retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Constitution dit quand un président n'est plus là? Quand une assemblée n'est plus là, puisque la junte a chassé le président et a dissous l'assemblée. Mais il faut qu'il y ait une assemblée. On a beau désigner des gens pour voter des lois, ils ne sont pas des représentants des populations. Les seuls qui sont légitimes à défendre les intérêts des Maliens, c'est ceux qui sont élus, et c'est de ça que nous parlons. Maintenant, que la décision de chasser la France et d'amener les Russes et tout ça emballe l'opinion, ça c'est un autre débat. Alors, Magloire, vous pensez que quand ils seront à Lomé, ils vont pouvoir dire clairement que nous allons prendre ce temps pour organiser la transition? On les attend sur cela. Du charlatanisme, non. Moi, j'analyse les faits. Et puis désolé que mes confrères me le pardonnent. C'est ce qui fait la beauté du débat. Absolument. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont mettre combien de temps? D'abord, c'est vrai qu'au départ, ils ont demandé à la CEDEAO de leur accorder 3 ans. La CEDEAO a dit non, mais ils ont, d'une manière ou d'une autre, accepté l'agenda qu'ils ont défini ensemble. Ils ont déjà fait 1 an et demi presque. Oui, parce que je crois que c'était le coup d'État. D'abord, le premier, c'était en août, et après... En août 2020, le second, c'est 8 mois après. En mai. 8 mois ou 9 mois. Voilà. Maintenant, toujours est-il que, comme je l'avais dit en tout début d'émission, ou du moins abordant justement ce sujet,
la junte a pris soin de notifier clairement au président en exercice de la CEDEAO que pour un certain nombre de réalités, ils ne sont pas en mesure de respecter la date. Mais nous ne proposons rien. Oui, mais puisque vous avez l'information, vous voulez que dans un seul courrier, qu'on vous dise, voilà, nous en tant qu'observateur, on a fait, quelle réalité? Je vous dis que les gens ont des cas de discussion appropriés pour ça. Combien il faut de cas de discussion? On en a connu. Mais vous voulez que les autorités maliennes puissent peut-être sur un plateau de télé commencer par donner la date. Est-ce que c'est mauvais, Magloire? Il y a une prochaine rencontre qui s'annonce à Lomé. Et c'est là. C'est à partir de cela. Qu'on va voir clair. Jusque-là, il n'y a pas de discussion, de discussion comme cela entre la junte et les partenaires. Or, le cas de discussion en question qui s'annonce à Lomé, c'est le cadre là où il y a de discussion entre la CEDEAO dit ceci, la junte répond par ici, les partenaires apportent le... Non, c'est pas ça. Ce cadre, c'est pas ça. Ce cadre accompagne la transition. C'est ce que je dis. Oui, mais ce n'est pas la CEDEAO. Non, on s'entend. Pas ça. Sur le basique, non, c'est vrai. Ce que j'aimais dire, Lomé dialogue avec la CEDEAO. Lomé n'est pas le cas de dialogue. C'est de façon alternative. Oui, non, en fait, ça a eu lieu à Bamako. Non, pas le passé, c'est-à-dire qu'après le premier coup d'État, c'était pas alternative. C'était Lomé qui abritait en réalité les discussions concernant donc la jeune dans l'accompagnement de la transition. C'était Lomé, il n'y avait pas autre cadre qui était donc désigné ou un autre pays donc par exemple. Il y a les occidentaux, il y a les institutions internationales. Je dis, pour moi d'abord, que les autorités ont pris soin de notifier cela à la CEDEAO, c'est déjà un pas. Oui, ça voudra dire que et en contrepartie, on propose quoi? De dire on ne vous écoute pas, on fait ce en contrepartie, on propose quoi? Ça dit que je pense que lorsque moi, non, les gens vont se retrouver attendant, on ne perd rien en attendant. C'est du dilatoire. Bon, on ne perd rien. On a compris finalement. On a compris l'idée de Magloire. Attendons la réunion de Lomé. Oui, mais vous savez, moi, je pense que lorsque aujourd'hui la CEDEAO n'est pas totalement flexible par rapport aux propositions de la junte au Mali, comme d'ailleurs même il est au niveau de la Guinée, même si on sait que on n'est pas dans le même cadre. Et on comprendra véritablement que cette junte-là, lorsque nous partons même des fondamentaux, où Assimi Goïta, après le premier coup d'État, a constaté que quelque part on avait concédé à un coup d'État où celui qui l'a orchestré est donc venu au pouvoir, lui également refait un deuxième coup d'État pour naturellement revenir au pouvoir. Donc cette volonté manifeste de pouvoir être aux affaires était donc actée. Et donc, sur cette base-là, il peut quand même user des subterfuges pour toujours continuer éternellement par rallonger la transition. C'est à cela quand même que la CEDEAO est beaucoup plus regardant. Et lorsqu'il y a d'autres propositions, et que surtout, on peut peut-être plus ou moins comprendre qu'on peut peut-être proposer. Mais derrière cette proposition, quelles sont donc les limites que vous observez par rapport à cette transition? C'est là où ça inquiète. Et là, je pense que les Maliens, et surtout ceux qui agitent un peu les réseaux sociaux, essaient peut-être de pouvoir montrer qu'ils ont une longueur d'avance, mais ce n'est pas évident. La classe politique de l'opposition, à l'interne, au niveau du Mali, est d'abord très contre. Mais au même moment, lorsque vous parlez, par exemple, de Lomé, vous constaterez que, de toutes les façons, Assimi Goïta avait mis Lomé en difficulté dans l'accompagnement de cette transition-là, pour le simple fait qu'il y a eu donc un second coup d'État. Donc, on ne va plus calquer donc la prochaine rencontre de Lomé sur les fondamentaux qu'on a eu avec les autres rencontres, parce que tout était pratiquement bouleversé. On est dans une sorte de salade russe. Donc, l'évaluation après le deuxième coup d'État, il n'y a pas eu de rencontre. Donc je vois mal qu'on puisse donc focaliser cette rencontre qui est liée à un second coup d'État avec l'autre rencontre qui était donc un cadre qui pouvait accompagner la transition aux élections. Donc nous sommes pratiquement à un autre cadre. C'est vrai que ce qu'il y a dans des technocrates qui peut véritablement peut-être rogner encore les cônes pour voir ce que le chemin parcouru par le passé, voir ce qu'on peut rajouter à ceci, parce que Assimi Goïta n'offre pas des garanties pour permettre à la CEDEAO de pouvoir véritablement accompagner cette transition. On va quitter donc le Mali et la CEDEAO, direction le Centrafrique, comme on l'appelle maintenant. L'ex-président François Bozizé est dans la capitale du Tchad, N'Djamena, avec plusieurs de ses alliés dans l'attente d'un hypothétique dialogue avec Bangui. Il dit se réfugier donc
à N'Djamena. Alors, qui prend la parole? Germain Pouli, François Bozizé, il est à N'Djamena. Il craint quoi finalement? Oui, non, mais je crois que c'est une bonne chose qu'il s'exile déjà pour sa propre sécurité à partir du moment où le président de la République, Archange Touadéra, avec l'appui des Russes et de l'armée rwandaise aussi, en soutien, a pu récupérer une bonne partie du territoire et est en train donc d'acculer cette rébellion qu'il a créée en réunissant le plus puissant groupe armé donc en décembre dernier pour pouvoir chasser le président actuel. Donc le combat sur le terrain ne lui étant pas favorable, c'est normal qu'il se cache, mais en même temps il ne peut pas dire qu'il a fui. Il dit qu'il est parti parce qu'il y a eu un accord avec la Centrafrique. Il y a les États donc, de cette partie du continent qui se sont réunis et qui ont souhaité que Bangui discute avec les rebelles, ce que le gouvernement centrafricain a totalement rejeté. Il est en train d'ouvrir d'ailleurs un dialogue auquel il n'entend pas associer les rebelles, ceux qui ont pris les armes. Alors, donc, du côté de Bozizé, on explique qu'il allait pouvoir un peu l'évolution face aux souhaits donc, des pays de cette zone de voir le dialogue se nouer avec le gouvernement centrafricain. Alors que du côté du gouvernement centrafricain, on dit qu'il n'y a pas de dialogue possible. Mais en même temps, on laisse entendre qu'il serait aussi au Tchad avec l'accord des autorités. Ça veut dire qu'on lui a offert une porte de sortie, qu'il peut se réfugier donc, au Tchad. Mais pour les autorités centrafricaines aujourd'hui, c'est exclu de discuter avec ceux qui ont pris des armes et qui ont occupé une bonne partie du pays et pendant un certain temps. Donc je pense qu'avec le départ de Bozizé et de certains de ces chefs-là, je pense que les hommes sur le terrain ne pourront pas faire perdurer les offensives. Peut-être qu'on va assister à quelques attaques sporadiques, mais c'est à mon avis la fin de cette rébellion-là et on peut déjà dire que le président Archange Touadéra avec sa coalition russo-rwandaise a finalement réussi à maîtriser le terrain. Ce qu'on peut souhaiter pour ce pays, c'est vraiment de retrouver la paix parce que ça fait plusieurs années qu'il y a cette instabilité des présidents qui se succèdent avec des guerres civiles qui font mal à ce pays qui est assez riche et qui a besoin de se remettre, de s'organiser. Un pays dans lequel l'État pratiquement n'existe pas au point où finalement c'est une armée privée qui vient soutenir l'armée. Je pense que c'est l'exemple que les Maliens veulent aussi suivre. Là, on est en train d'assister à un résultat. On attend aussi de voir si c'est une solution durable et définitive. En tout cas, c'est ce qui inspire un peu les Maliens. Mais en définitive, pour un président qui est élu, qui a le devoir de sécuriser son pays, c'est normal qu'il tisse les alliances qu'il peut pour sécuriser le pays, parce que c'est ce qu'il a promis justement à ses électeurs. C'est de ça que nous parlions. C'est la différence entre Touadéra et Goïta. Touadéra a été élu sur la base du fait qu'il va pacifier le pays, il va régler les problèmes sécuritaires. Maintenant qu'il aille s'allier à des Russes, que certains se plaignent, lui, il a le mandat du peuple pour chercher des solutions à la Centrafrique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais dans le cas malien, ce n'est pas quelqu'un qui est élu et qui cherche. Donc c'est pour ça que les gens auraient souhaité que ce soit un président élu du Mali qui fasse ce que le colonel fait aujourd'hui. On ne trouverait rien à dire. Donc aujourd'hui, si la Centrafrique, avec le départ de Bozizé, pour moi, c'est une victoire de ce président-là. Qui a réussi à mettre en déroute donc cette rébellion, là, espérons vraiment qu'il arrive à assurer la paix et que, vous savez, des gens sont recrutés pour ce travail, après ils se dispersent dans la nature avec des armes
C'est pas exclu qu'ils reviennent de temps en temps terroriser les populations. Espérons tout simplement qu'ils trouvent les moyens avec ces nouveaux partenaires-là pour pacifier totalement ce pays qui a besoin de paix pour se développer. Connaissant donc le Centrafrique, on n'est toujours pas à l'abri des rébellions. On va marquer donc la pause, on revient avec nos invités, on va aller en profondeur et chercher ce qui a poussé François Bozizé vers N'Djamena.